Les limites de l'Acadie ont été le prétexte de la guerre de l'Angleterre contre la France en 1756. Les plénipotentiaires de la paix, faite à Aix-la-Chapelle, avaient eu l'imprudence de laisser ce point des limites à discuter, après la paix, par des commissaires des deux puissances. Il est étonnant que la France, pouvant et devant donner la loi à Aix-la-Chapelle, n'ait pas songé à décider la question de limites qui sera toujours un objet d'aigreur dans la discussion, mais principalement quand ces limites se trouvent en Amérique, où l'on a d'autres titres pour appuyer son droit que celui de la force et de l'usurpation. Si M. de Saint-Séverin avait eu la plus légère connaissance de la situation de l'Acadie et de l'objet de ses limites, il aurait senti qu'en remettant cette affaire à des commissaires, il en résulterait tôt ou tard la guerre entre la France et l'Angleterre. M. le duc de Cumberland, fils du roi d'Angleterre, voulait la guerre parce qu'il avait la fureur de commander les armées. Il sut gagner M. Fox, depuis My Lord Holland, secrétaire d'État, qui la voulait aussi, pour prendre une prépondérance dans les affaires, et écarter toute opposition à son ambition. Ils excitèrent des voies de fait particulières sur les terrains contestés. Ces petits combats produisirent des reproches, les reproches des explications. On fascina les yeux à l'ambassadeur de France à Londres, le duc de Mirepoix. On lui persuada que tout ce qui arrivait s'accommoderait aisément si l'on s'entendait. On lui persuada que l'Angleterre ne voulait pas la guerre et qu'elle n'armait que pour satisfaire la nation, en tirer des subsides et prendre des précautions nécessaires. M. de Mirepoix, au lieu de chercher les motifs de tout ce qui se passait sous ses yeux, aima mieux croire bonnement ce qu'on le lui disait que de soupçonner l'honnêteté du ministère anglais. Le roi d'Angleterre était à Hanovre et avait laissé son fils, le duc de Cumberland, à la tête de l'administration d'Angleterre. Ce fut ce prince qui fit les instructions du général de terre des Anglais en Acadie et de l'amiral Braddock qui commandait les forces de mer. Comme le projet du duc était d'engager la guerre, les instructions de sa main portaient d'attaquer les Français sur terre et sur mer à la première occasion. Elle ne tarda pas à arriver et les vaisseaux l'Alcide et le Lys, armés en flûte, furent pris à leur arrivée dans les mers de l'Amérique et l'on n'en apprit la nouvelle en France que par le retour de M. de Mirepoix, à qui le ministère anglais, qui n'avait plus rien à feindre, conseilla le plus honnêtement du monde de s'en retourner en France. Telle a été la vraie origine de la guerre dernière. En même temps que le ministère anglais s'arrangeait pour faire la guerre à la France, par mer et dans les colonies, il avait formé le projet d'attaquer le royaume, puissamment par terre, et marchant d'après les principes de Guillaume III, il voulut renouer contre la France la Ligue de 1688. Par ses liaisons avec le ministère espagnol et son ascendant sur la reine d'Espagne, princesse de Portugal, il était sûr de la neutralité et même de la partialité de l'Espagne. Le Portugal était son allié. Il pouvait compter pour le moins sur la partialité des États généraux. Ils avaient à leur solde les troupes de Hesse, de Brunswick et d'Hanovre. Ils espéraient celles de Bavière selon leurs besoins. Ils croyaient que la maison d'Autriche, ainsi que la Saxe, seraient sous leur dépendance. La Russie, dans ce temps, leur était vendue. Ils ne voyaient dans toute l'Europe que le roi de Prusse, qui fut un allié redoutable à la France. Dans cette position, ils vainquirent les répugnances et les animosités qui étaient entre les cours de Berlin et d'Hanovre, et proposèrent au roi de Prusse de négocier un traité avec lui. Cette négociation, qui commença vers la fin de 1754 ou au commencement de 1755, furent fort secrètes. Après la paix de 1738, par le conseil de M. Bertenstein, alsacien, en qui l'empereur avait toute confiance pour les affaires politiques, l'empereur était entré en correspondance avec le cardinal de Fleury pour trouver les moyens de lier par un traité défensif la France avec la cour de Vienne. J'ai lu les lettres du cardinal de Fleury et de l'empereur à ce sujet. Cette correspondance, assez active, a eu lieu jusqu'à la mort de l'empereur. Cette mort fit oublier tout ce qui avait été écrit précédemment. Le cardinal eut la main forcée par la guerre de 1741. À la paix de 1748, M. de Kaunitz vint ambassadeur en France. Soit qu'il eut par M. de Berdenstein, que j'ai encore vu à Vienne, des notions sur les projets de l'empereur Charles VI, soit que dès ce temps, il eut conçu le projet vraiment beau et vraiment utile pour la maison d'Autriche, qu'il a exécuté depuis. Il fit à M. de Puisieux, alors ministre des Affaires étrangères, des insinuations d'abord légères, et puis plus positives sur une alliance entre sa cour et la France. M. de Kaunitz n'avait parlé à M. de Puisieux que pour qu'il n'eût pas à se plaindre, s'il apprenait qu'il avait des conversations sur le même objet avec Madame de Pompadour. Il les eut effectivement, ces conversations, et il établit pendant son ambassade une liaison particulière d'amitié et de confiance avec Madame de Pompadour. Il lui persuada que l'impératrice aimait le roi, et que son affection se portait sur tout ce qui entourait le roi et pouvait lui plaire. Il lui montrait des lettres de la main de l'impératrice, remplies des expressions les plus flatteuses pour elle et des sentiments les plus parfaits pour le roi. Ces lettres flattaient l'amour-propre de Madame de Pompadour, très aisée à flatter. M. de Kaunitz partit de France pour être premier ministre de l'impératrice en 1753. Il obtint la permission de Madame de Pompadour de lui écrire et celle que le ministre, que l'impératrice enverrait pour lui succéder,
eut la liberté de la voir en particulier, et il emporta avec lui la certitude qu'il avait jeté des pierres d'attente assez bien fondées pour la réussite de son projet, quand l'occasion en serait favorable. Elle arriva, cette occasion. J'ignore par quel moyen la cour de Vienne fut instruite de la négociation qui se traitait à Londres avec le roi de Prusse, mais elle le sut dès le commencement. Alors, elle chargea M. de Starhemberg de remettre à Madame de Pompadour un papier en la priant qu'il ne fût communiqué qu'au roi seul. Ce papier disait que l'impératrice avait toujours eu le désir le plus sincère de se lier avec le roi d'intérêt, comme elle l'était d'amitié, que les préjugés et les liaisons du roi avec le roi de Prusse avaient jusque-là mis des obstacles à une union si désirable pour l'avantage de la religion et le bien réciproque des États. Quant au roi de Prusse, l'impératrice ne conseillerait jamais au roi de manquer de fidélité à son allié, quoiqu'il fût son ennemi à elle, mais que si l'on montrait au roi que cet allié manquait lui-même de fidélité en négociant un traité secret avec l'Angleterre, l'ennemi de la France, qu'alors elle croirait que le roi serait libre de tout engagement antérieur avec le roi de Prusse, et qu'elle ne demandait de traiter son alliance avec la France que lorsqu'elle aurait démontré au roi la vérité de l'infidélité du roi de Prusse, d'autant plus blâmable qu'elle, impératrice, était instruite que l'Angleterre avait un projet formé de faire la guerre à la France et d'attaquer le Canada. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme ce passionné, ich bin Otto von Bismarck und ich stimme diesen Video zu. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.